Mercredi 12 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité de la semaine en 26 minutes. Ce soir, comme d'habitude, deux grands thèmes retiennent notre attention. D'abord, cette grève du SINABF, le syndicat des banques et établissements financiers, qui a pris fin lundi. Et ensuite, nous allons évoquer ce couac de voyage avec les Aigles du Mali qui sont arrivés à Johannesburg en Afrique du Sud pour disputer les rencontres de qualification que quelques heures avant, ce qui a eu pour conséquence directe ou indirecte un match nul des Aigles du Mali. Avec moi sur ce plateau pour développer ces deux grands thèmes, Monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Mali Télé. Bonsoir Monsieur Sow. Bonsoir M. Haïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et face à vous, comme pratiquement chaque semaine maintenant, M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir M. Diarra. Bonsoir M. Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi de venir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, je vous le disais tout de suite, les clients ont pu pousser un ouf de soulagement hier, ceux qui ont pu se rendre dans les différentes banques après la levée du mot d'ordre de grève, même si ce n'est toujours pas évident. On a vu sur certaines images, même en se présentant là-bas, il y a énormément de monde, donc très très difficile de procéder aux différentes opérations. D'abord, un mot sur la grève, M. Sow. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette affaire? On rappelle que c'est suite au placement sous mandat de dépôt du secrétaire général du SINABF, Amadou Mba, que le syndicat a décidé de déclencher une grève et il avait été placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux suite à une plainte des membres du syndicat de la BDM. Encore bonsoir M. Haïdara, bonsoir aux téléspectateurs. En réalité, cette histoire de grève, moi je ne la comprends pas. Une procédure judiciaire, c'est tout à fait normal que la justice suive un dossier et que le dossier fasse son cours normal, quoi. Et quand on parle de faux, usage de faux, selon le code pénal, c'est un dossier qui va, le code de procédure pénale, c'est un dossier qui va passer forcément devant la cour d'assises. Donc, au regard de ça, le juge, en fonction des documents qu'il a en sa disposition, parce que moi, je n'ai pas eu accès au dossier, et c'est tout à fait normal pour un juge de décider soit de la mise sous mandat ou de la poursuite non détenue de l'inculpé qui est devant lui. Maintenant, on parle de faux, usage de faux. Et donc, pour moi, ça va au-delà des questions syndicales. Vous voyez un peu. Quand une procédure est enclenchée, la justice regarde les dossiers et estime les sorts qui doivent être réservés pour ce dossier-là. Et je crois que dans cette affaire, c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, les syndicalistes ont plutôt vu sous l'angle syndicaliste et tout ça. Justement, ils ne sont pas d'accord. Ils estiment que c'est un problème syndical qui devrait être réglé entre syndicats et non pas devant la justice. Non. On parle de faux et usage de faux. Ce n'est plus une question des syndicats. Le code pénal est très clair. Quand on fait faux et usage de faux, il y a atteinte à la loi et il y a une peine qui est prévue pour ça. C'était toujours dans un cadre syndical. On parle de signature. C'était dans le cadre syndical toujours. Non. On parle de faux et usage de faux. Ça sort totalement du cadre syndical. Et dès qu'on parle de faux et usage de faux, c'est une infraction à la loi pénale qui naît. Et dès que cette infraction naît, elle est gérée par le code de procédure pénale et le code pénal. Maintenant, et ces deux codes sont traités, il y a une institution qui est là pour gérer, pour travailler en observant les dispositions de ces deux codes-là. Ça, c'est la justice. Et les juges d'instruction qui a eu le dossier, il ne s'est pas basé sur des questions syndicales pour traiter les dossiers. Il s'est basé sur la loi pénale. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, si le monsieur est mis sous mandat de dépôt, peut-être qu'on aurait pu trouver une formule. Et comme je vous ai dit, un dossier qui doit passer en cour d'assises, un dossier de faux et usage de faux, c'est pas une petite affaire en fait. Vous voyez un peu, il y a un minimum de 10 ans qui est en vue. Vous voyez un peu. Alors, donc, je n'ai pas fini. Donc, quand on voit tout ça, on doit savoir que la justice
à des mesures. Peut-être là où je peux dire, c'est que la justice peut avoir une petite réforme à ce niveau-là, que quand les dossiers arrivent au niveau des tribunaux, au début du dossier, il faut plutôt mener une enquête assez minutieuse au niveau du tribunal, même pas seulement au niveau des services d'enquête comme les polices judiciaires et tout ça, mais plutôt au niveau du tribunal même. Il faut atteindre une étape avant de prendre la mesure de détention ou du contraire. Alors, la détention a duré quelques jours. Est-ce qu'on peut estimer la pression des banques, des établissements financiers, des stations à porter fruit, puisqu'il a été libéré? Est-ce qu'on peut estimer que c'est la fin du bras de fer, même si on sait que la plainte, celui qui a déposé la plainte a retiré la plainte, mais ça ne met pas fin à l'action de la justice pour autant? Est-ce que c'est la fin du bras de fer ou est-ce que c'est simplement une suspension et que dans les mois, voire dans les semaines à venir, le problème pourrait ressurgir? Bon, je crois que cette question, quand même, a permis aux Maliens de comprendre un certain nombre de choses dans ce pays. Je n'en veux pas quand jeune frère qui veut faire du purisme juridique, hein, parce qu'il essaie de voir tout ça sous l'angle juridique et que cette affaire, au-delà d'être un problème syndical, est une affaire purement juridique parce qu'il s'agit de faux et usage de faux. Mais je rappelle que le plaignant même est un syndicaliste, c'est un banquier. Et que l'action qui a été déclenchée, c'est toujours dans le cadre purement syndical. C'est vrai, on parle de faux et usage de faux. Mais quand la nouvelle s'est propagée et les gens se disent que non, un banquier qui fait faux et usage de faux, c'est qu'il y a des gens, je le dis comme ça, qui ont même pensé que ce sont des gens qui manipulent de l'argent et qu'il a touché de l'argent alors qu'il n'est rien. C'est simplement des papiers et ça, c'est dans le cas. Tout le monde sait aussi le désamour qu'il y avait entre le comité syndical dirigé par l'auteur de la plainte, Papa Sadio Traoré, et le SINABEF. Son syndicat, d'ailleurs, n'a jamais voulu respecter les mots d'ordre qui sont lancés par les syndicats, par le SINABEF. Maintenant, je dirais, contrairement à lui, moi je dis que c'est une affaire purement syndicale. C'est vrai, mais le juge d'instruction qui a été saisi, c'est vrai, il doit se baser sur les faits. L'infraction, c'est quoi? C'est faux et usage de faux. Il doit se baser sur que c'est une affaire purement pénale. Mais il faut voir aussi que les acteurs en jeu. Et c'est dans le cadre des divergences entre les acteurs syndicaux. Et les enseignements qu'on peut tirer de ce bras de fer, ça veut dire que ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Et c'est que moi j'ai vraiment apprécié cette solidarité, cette scène de solidarité chez les banquiers et la scène de solidarité aussi qui a accompagné. Parce que au-delà de la SINABEF, toutes les organisations syndicales ont exprimé leur indignation et ont exprimé leur solidarité vis-à-vis du leader syndical. Oui, parce que au-delà du SINABEF, est quand même la deuxième personnalité de la plus grande centrale syndicale du Mali. Et même au niveau sous-régional, il a sa place. Justement, je voulais vous demander aussi, est-ce que cette affaire n'est pas un mauvais précédent? Est-ce que ça ne crée pas une espèce de prime à l'impunité, surtout pour les syndicalistes qui, peut-être à chaque fois qu'un syndicaliste sera mis en prison, pourrait déclencher une action de ce genre pour faire pression? Je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est quand même un mauvais précédent. Mais je crois que tout est parti aussi du problème qu'il y a entre... Je te dis qu'il y a un froid, sinon même une mésentente totale entre le SINABEF et le syndicaliste de la banque. Et le problème, ça remonte à loin. Je me rappelle que c'était depuis où il y avait une dame qui était au niveau de la direction, qui est aussi syndicaliste, Madame Sango. Tout est parti de la divergence qu'il y avait entre cette dame-là et le clan Papa Sadio, le secrétaire général du coup. Et aujourd'hui, je crois que son syndicat n'est pas le seul. Je crois qu'il y a, avant ça, je crois qu'il y a eu un autre syndicat qui s'est manifesté et qui a même tenu une assemblée générale au niveau de la CSTM pour exprimer son affiliation à cette centrale. Donc, je suis entièrement d'accord que ça crée un mauvais précédent puisque
à partir de ça, chaque fois qu'il y a des divergences, parce que dans les structures là, les chefs cherchent toujours à faire la politique du diviser pour mieux régner. Quand un syndicat est fort, on cherche toujours à susciter un autre syndicat pour essayer de contrer les actions du syndicat. Et quand les problèmes atteignent un certain niveau, donc, un qui peut-être peut estimer que s'il ne passe pas par des actions comme ça, saisir la justice pour nuire, moi je crois que c'est quand même un précédent fâché qu'il faut regretter, mais on ne souhaite pas que des problèmes du genre en tout cas surviennent. Mais il faut reconnaître que cette fois-ci quand même dans un contexte, puisque depuis qu'on a enclenché ce processus de transition, on voit que les syndicats ne sont pas dynamiques, les politiques sont frileux, les associations pareilles, et aujourd'hui qu'on voit que le syndicat a montré les muscles. Et finalement, le dialogue a prévalu quand même, mais c'est une leçon. Montrer les muscles, comme vous l'avez dit, le président du Haut Conseil islamique dans une vidéo, il y a quelques mois, avait dit qu'il fallait montrer les muscles au Mali pour se faire entendre. C'était la petite parenthèse. Alors, au sein de la population, il y a quand même eu cette incompréhension parce que de la lecture de beaucoup, un problème syndical qui se retrouve devant la justice et que la population se trouve prise au piège d'un problème entre deux personnes finalement, il y a cette incompréhension-là. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent tenir rigueur, certains le font déjà, les banques pour cette grève, surtout que c'était à la veille de la fête de Tabaski tout de même. Oui, c'est ce que j'ai dit. La responsabilité des syndicats, je préfère dire ça comme ça. Bon, il y en a un qui dit que les deux sont pareils, hein, les banques et les syndicats et tout. Mais pour moi, la responsabilité des syndicats est sérieusement engagée dans cette affaire. La responsabilité sociale, bien sûr. Il faut mieux expliquer aux gens ce qui s'est passé. C'est comme si vous dites, par exemple, qu'il y a élection. Prenons le cas d'une élection présidentielle, qu'il y a élection présidentielle et que quelqu'un usurpe de l'identité. Ça arrive que quelqu'un usurpe de l'identité de quelqu'un d'autre pour aller voter. Et qu'on prenne ces derniers, qu'ils soient assesseurs, je ne sais pas, qu'ils représentent un parti, après qu'on dise à ces gars, non, c'est une histoire, il faut gérer ça au niveau de la Cour constitutionnelle, mais qu'il n'y a pas infraction à la loi pénale. Mais ce n'est pas vrai. Il y a infraction à la loi pénale. C'est exactement la même chose qui s'est passée. Effectivement, c'est entre syndicalistes, mais il y a eu infraction à la loi pénale. Pour le moment, c'est présumé infraction. Les juges, il va amener une enquête. Je ne pense pas que les dossiers soient clos. Les dossiers, ils ont relâché le monsieur, mais le dossier va suivre son cours normal. Des enquêtes vont continuer pour voir la vérité. Et certains affirment qu'il est toujours sous contrôle judiciaire. Très bien, très bien. Donc, c'est à la suite de l'enquête du juge d'instruction que les juges saura si réellement l'infraction qui est présumée a été commise ou pas. Vous voyez un peu. Donc, à ce niveau-là, on ne peut plus parler de syndicalisme. Dès qu'on parle de ça, moi, j'ai dit qu'il y a plutôt une mauvaise foi quelque part. Maintenant, la gestion, aller en grève pour ça, paralyser un pays à cause de cette histoire-là, c'est à un moment donné, à la veille de la fête de Tabaski, pour moi, c'est très dangereux. Vous l'avez dit, ça va faire jurisprudence parce que si quelqu'un d'autre va avoir d'autres problèmes qui est en lien avec sa fêtière, ou je ne sais pas, ça peut être chez nous, comme ça peut être ailleurs, il va y avoir des problèmes à gérer à ces stades-là. C'est la seule arme dont ils disposent ici. Les syndicats, c'est normal. Non, si on le prenait juste parce qu'il est syndicaliste, on peut comprendre, mais il n'a pas été pris pour ça. Il y a une infraction qui a été dénoncée au niveau de la justice, et la justice, en lien avec la loi pénale, a pris des dispositions. Donc je me demande pourquoi on va aller en vouloir à la justice. Maintenant, en ce qui concerne les circonstances... Parce que ce n'est pas la lecture qu'ils ont. Non, M. Haïdara, la loi est tellement claire par rapport à cette affaire-là qu'il n'y a même pas débat, quoi. C'est vrai, le monsieur, il est syndicaliste, il est doublement, ou peut-être plus, syndicaliste parce qu'il est au niveau du SINABEF, il est au niveau de l'UNTM, mais ce n'est pas ce que les juges lui reprochent. Les juges lui reprochent que quelqu'un est venu le dénoncer pour avoir commis une infraction à la loi pénale. Et les juges sont en train de travailler sur ça.
Maintenant, quand vous voyez le communiqué du syndicat des magistrats, vous comprendrez mieux qu'effectivement, les juges aient en droit de poser les différents actes qu'il a posés. Et que c'est la suite seulement, la suite logique, en espérant qu'il va y avoir une suite logique au dossier, qui fera comprendre s'il y a eu infraction ou pas. Très bien. Vous voulez réagir, M. Diarra? J'insiste, parce que lui, il veut toujours persister dans son purisme juridique, parce que je persiste du signe que cette affaire est purement syndicale. Même l'infraction qui a été commise, c'est une infraction à la loi pénale. Mais il s'agit d'un acte, faux et usage de faux. L'acte a été posé parce qu'il y a dans le cadre des activités syndicales. Parce que je crois que c'est au terme d'une assemblée générale où il y a eu la signature. Donc, c'est l'acte. Le faux et l'usage de faux, c'est à partir de cette signature. Maintenant, par rapport à l'action des syndicats, qui est l'arrêt de travail, moi je crois que tu l'as dit, la seule arme dont dispose un syndicat, c'est ça. Et bas n'est pas n'importe qui. Et si les militants ne se levaient pas pour soutenir leur leader dans cette situation, moi je crois que il y a péril en allumage. Le syndicat aurait été affaibli selon vous? Absolument, absolument. Un syndicat qui voit son leader arrêter et ne pas réagir, et surtout que ce qui lui est reproché, c'est dans le cadre purement des activités syndicales. C'est dans le cadre des activités syndicales. Parce que le faux et l'usage de faux dont tu parles, le plaignant, c'est dans le cadre d'une assemblée, je crois que dans le cadre des activités syndicales qu'il a formé sa plainte et qu'il a saisi le juge. Donc, il pense que quand on est syndicaliste, on ne commet pas d'infraction. Non, on commet c'est dangereux pour un pays. Non, je suis d'accord sur ce point, mais ça dit, ça dépend de la lecture que tu fais de la chose. Parce que quand tu parles de faux et d'usage de faux, et que ce n'est pas... On ne doit pas voir ça sous le prisme syndical. Je dis que là, je ne suis pas d'accord parce que moi, je trouve que ce qui leur est reproché, c'est dans le cadre des activités syndicales, il s'agit des rivalités, sinon de malentendus qui prévoient entre le secrétaire général, disons le bureau du secrétaire général, le bureau d'exécution du secrétaire qui est dirigé par celui qui a été arrêté, et le plaignant. Parce que le plaignant, rappelons, est un syndicaliste d'une structure bancaire. Il a initié cette plainte contre l'auteur parce que tout simplement, l'autre ne veut pas peut-être, ne le voit pas comme secrétaire général parce que c'était quelqu'un qui a toujours voulu torpiller les activités du synagogue dans lequel il ne se reconnaît pas. La preuve, même la grève qui a été lancée, vous avez vu, les postes que la banque à laquelle lui il appartient a continué ses activités, ne se reconnaît pas dans cette grève. Donc, je suis d'accord avec les militants qui ont soutenu leur leader dans cette situation. Et s'ils ne le faisaient pas, je peux leur en vouloir parce que je dis qu'on ne peut pas être avec quelqu'un qui défend vos intérêts matériels et moraux et qu'au moment où on veut l'abattre, vous le lâchez. D'autant que ce sont des secteurs stratégiques. Alors on a quelques minutes pour évoquer le deuxième thème. On aura peut-être l'occasion de revenir encore sur ce thème. Parce que ce thème n'est pas fini. Absolument. Donc, on va revenir sur le deuxième thème. C'est ce voyage compliqué des aigles du Mali pour se rendre à Johannesburg pour disputer la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face à Madagascar. Le match, c'était hier. C'est conclu sur un score nul et vierge, 0-0. On rappelle que les Malgaches étaient réduits à 10 depuis la 15e, voire la 16e minute du jeu, mais ça n'a pas permis aux aigles de faire la différence. Au-delà de la performance, beaucoup ont retenu les conditions du voyage. Il y a même eu un communiqué du capitaine qui a parlé au nom de toute l'équipe, qui a dénoncé cet état de fait. Il y a eu un communiqué aussi du ministère des Sports. Quelle est votre analyse déjà de cette affaire et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en retenir finalement? Que d'abord, il faut être fair play, quoi. Il faut être fair play. C'est ça les sports. Il y a la victoire, il y a la défaite. Surtout pour moi, ça, c'est pas une défaite. Même si, quand même, on est à la 4e place, alors qu'il faut être à la 1re pour être qualifié au mondial. On a encore du chemin à faire, quoi. Mais, selon moi, voyager dans ces conditions, aller dans ce pays-là, arriver quelques heures
Je crois qu'ils sont arrivés vers 3 heures du matin. Parce que l'Afrique du Sud, c'est à l'autre bout du continent. Bah oui. Et ensuite, faire un match quelques heures juste après, c'est pas évident, hein, quelle que soit l'équipe adverse. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, j'ai vu que les réseaux étaient vraiment en ébullition. Les gens réagissaient, disaient c'est l'entraîneur, d'autres disent non, c'est le. Moi, je crois qu'il faut tenir compte de ces circonstances-là, et dire que c'est des circonstances atténuantes, et plutôt les encourager, au lieu de les décourager, parce que chaque fois, quand on critique quelqu'un, quel que soit, comme Idrissa Seck le dit, l'ancien Premier ministre sénégalais, qu'il faut avoir une poitrine dilatée pour recevoir un beau leader, ça doit faire ça. Au regard de leur âge et tout ça, ils ne sont pas assez mûrs pour recevoir autant de critiques et puis faire un bon résultat. Je crois que les quelques rares appréciations et d'encouragements qui sont sortis ici et là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut les encourager, il faut que même le ministère, les autorités, il faut continuer à les encourager et à les pousser à faire l'impossible pour aboutir à la qualification. Très bien, mais pour les difficultés du voyage, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, voire impérieux, de situer les responsabilités rapidement, de sanctionner pour que de telles choses ça, je ne doute pas que les autorités vont s'assumer. Ça, je ne doute pas que les autorités vont s'assumer. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que juste après, la vue, les réactions les uns et des autres sur les réseaux sociaux, les gens se déchaînent sur les joueurs. Et pourtant, il l'a dit, Amara, le capitaine l'a dit, qui a parlé au nom de tout le monde, qui a expliqué les conditions dans lesquelles ils ont voyagé. Et des gens qui doivent discuter un match crucial qui arrive à quelques heures. Vous savez, avec quel état d'esprit ils vont aborder ce match-là. Mais malgré tout, le résultat, c'est un match nul. Je crois qu'il doit plutôt être encouragé que d'être insulté, vilipendé. Et le football malien, mais en réalité, le problème des aigles, souvent les gens se posent la question. L'autre problème, la plaie, c'est où? Est-ce l'entraîneur? Est-ce le dirigeant sportif? Ou bien c'est les joueurs eux-mêmes? Tu as vu comment on tire à boulet rouge sur l'entraîneur. Je crois qu'il est innocent. Hein. Il est innocent, il ne faut pas lui en vouloir. Et le public malien, le public sportif malien, il est innocent. Je ne fais pas l'avocat du diable, mais il est innocent. Mais le public sportif malien, on est vraiment exigeant. Très, très exigeant. Très exigeant. Je crois que le meilleur entraîneur au monde, tu l'amènes. Le meilleur entraîneur au monde, tu l'amènes ici chez nous, il va avoir le problème. Le plus grand entraîneur du monde, tu l'amènes au Mali, il va avoir des problèmes. C'est un constat. Je t'ai dit la dernière fois, je ne suis pas trop au sport, mais ces derniers temps, j'essaie de comprendre. C'est pas mal de comprendre. Je joue au ballon. Je joue au ballon, mais des années maintenant. Même si on me dit que les plus grands stars, là, ils sont à côté là, en train de jouer, mais c'est pas que ça ne me dit absolument rien. Quoi. Mais je trouve que les responsabilités doivent être situées. Parce que même quand tu vois le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports qui se justifie, qui se défend. Qui parle de l'agence de voyage. De l'agence de voyage. Bon, parce qu'avant le vol, ils sont allés dans un appareil de Ethiopian Airlines. Un vol commercial. Mais il y avait un vol spécial, mais ils disent que c'est l'agence qui a évoqué des problèmes techniques. Bon, maintenant, il faut savoir. Mais derrière cette affaire aussi, il y a d'autres commentaires qui ont suivi. Quoi. Mais je crois qu'il faut tirer cette affaire au clair. Il faut tirer cette affaire au clair. Les autorités doivent jouer le rôle. Ils doivent jouer le jeu. Moi, je ne comprends pas que pour un match aussi capital, qu'on fasse toutes ces péripéties avant d'arriver à Johannesburg. Tu as vu que depuis le match avec le Ghana déjà, tu as vu comment les Maliens ont commencé à réagir. Alors, vous l'avez dit, le ministère des Sports a dit que l'agence de voyage a évoqué des problèmes techniques, mais là aussi au niveau de la communication, parce que quelques jours avant, la fédération avait mis un communiqué sur sa page pour dire que c'était des problèmes météorologiques plutôt qui empêchaient le voyage. Ensuite, on a des problèmes techniques qui sont évoqués. L'aile de l'avion, là, il ne s'est pas cogné un oiseau. Ça dit souvent, on ne comprend pas. Quoi. Finalement, les gens disent tout et rien. Exactement. Donc, finalement, on ne sait plus à quelle version véritablement ça Non, et puis, il y a d'autres versions derrière aussi. Non, M. Aïdara, moi, j'y crois que il y a un célèbre révérend américain qui dit « Pour faire ce que tu veux faire, il faut faire ce que tu as à faire. » On veut la qualification. On a qu'à vraiment mettre les joueurs dans les conditions pour
qu'ils puissent aller chercher cette qualification-là. Je crois que les plus hautes autorités doivent s'impliquer. Désormais, quand il y a voyage, on a des avions de l'armée de l'air. Certainement que les conditions de voyage seront moins compliquées. Je pense qu'il faut penser... Mais cette affaire ne doit pas passer comme ça. Hein. Cette affaire ne doit pas passer comme ça. Des situations pareilles, justement, pour les mettre dans des conditions qu'ils voyagent non seulement dans les bonnes conditions, parce que j'avais aussi appris, je crois qu'il y a quelques mois, qu'on avait des joueurs aussi qui étaient dans de très mauvaises conditions dans un hôtel. Tout le temps, ça a été comme ça. Ça doit être les juniors ou les cadets, je ne sais plus. Donc, il faut vraiment travailler sur ces choses-là pour que ces genres de difficultés ne puissent pas avoir des jeunes qui doivent aller pour des questions de physique et tout ça, qui ne sont pas habitués surtout à des conditions pareilles, pour qui connaît les statuts des joueurs, et puis pour aller jouer pour le Mali. Je pense même l'image du Mali aujourd'hui, les gens nous observent. Les questions diplomatiques qui sont en vue aujourd'hui, nous avons tourné le dos à un certain nombre de pays ou à un certain nombre de partenaires, nous croyons suffisants. Il ne faut pas qu'on aille exposer nos difficultés ici et là pour être battu à plusieurs niveaux, quoi. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, monsieur, pour vos éclairages. Merci à Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile, d'avoir été sur notre plateau. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente fête de Tabaski. À mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Bonne fête.